Dans le chapitre 5, nous allons voir des exemples concrets d'échappement à la réponse immunitaire. Donc je vais vous présenter une dizaine d'agents pathogènes, leur cycle, la pathologie qui les induisent, ainsi que les mécanismes d'échappement à la réponse immunitaire qui leur sont associés. Donc une bonne partie des informations liées à la pathologie, au cycle, sont là pour vous donner le contexte. Ici, je vous demande de vous focaliser sur la partie mécanisme d'échappement. Donc nous allons commencer par les influenza virus, l'agent de la grippe. Donc c'est un pathogène extrêmement important. 20% des enfants et 5% des adultes dans le monde développent la grippe chaque année. Alors la mortalité liée à la grippe est fort changeante, mais il peut y avoir jusqu'à 650 000 morts par an dans le monde, induites par la grippe. Donc le virus est généralement véhiculé par les microgouttelettes respiratoires projetées par un individu infecté, et le site initial de réplication est l'épithélium cilié de la trachée et des bronches. Alors, les caractéristiques structurelles les plus importantes. Donc il s'agit d'un virus ARN, donc ce qui implique que ce virus a une fidélité de réplication basse et qu'il va beaucoup évoluer rapidement. C'est également un virus AP+, donc il y a une membrane lipidique. Alors, qu'est-ce que ça implique? Tous les virus qui sont AP+, sont des virus qui sont relativement fragiles et qui ne vont pas persister dans l'environnement. Donc, ça explique que le virus de la grippe ne se transmette que de personne à personne suite à des contacts relativement rapprochés par des projections d'aérosols. Alors, une autre caractéristique très importante de ce virus, c'est que son génome est segmenté. Donc il est en 8 parties, codant pour 10 protéines. Alors le fait qu'il soit en plusieurs parties va avoir beaucoup d'implications sur la manière dont le virus évolue. Alors parmi la dizaine de protéines codées par le génome du virus de la grippe, on va s'intéresser à 2 protéines principalement. Donc l'hémagglutinine, HA, qui est responsable de la fixation du péplose du virus à la membrane cellulaire. Donc c'est elle qui va permettre l'infection cellulaire. C'est ce qui lui permet de pénétrer dans les cellules. Donc le HA se fixe sur les récepteurs présentant un résidu acide N-acétylneuraminique, qui est exprimé par les cellules ciliées de l'épithélium respiratoire. Donc ici vous voyez le virus, là vous voyez des fixations sur des cellules épithéliales. Alors l'autre protéine très importante, c'est la neuraminidase. Donc le mucus respiratoire, c'est la première défense passive que va rencontrer le virus. Ce mucus respiratoire contient des mucoprotéines solubles qui portent un résidu acide N-acétylneuraminique. Et ces molécules peuvent saturer l'hémagglutinine du virus et empêcher sa fixation sur les cellules épithéliales. Donc, l'importance de la neuraminidase, c'est que cette enzyme va être capable de cliver les mucoprotéines solubles. Donc ça va fluidifier le mucus respiratoire, et ça va également empêcher ce mucus de saturer, de neutraliser le virus et de l'empêcher de se fixer sur les cellules épithéliales. Alors, il a été observé 18 HA et 11 NA différents dans le sous-type A de virus influenza. Le sous-type A, c'est le plus important en termes d'infection humaine. Et donc, on a découvert 18 HA différentes et 11 NA différentes. Alors, ces 18 HA et ces 11 NA permettent 198 combinaisons de sous-types possibles. Et chacun de ces types HA et NA présente évidemment une certaine variation antigénique. Donc globalement, ça crée une énorme diversité d'influenza virus. Alors, le principal réservoir de virus influenza A se trouve chez les oiseaux sauvages. Donc, le virus se trouve chez les oiseaux sauvages et généralement, de ce stock, peut contaminer de la volaille d'élevage ou des porcs.
dans les cas où ces animaux sont élevés en extérieur et sont susceptibles d'avoir des contacts avec la volaille sauvage. Donc c'est relativement rare qu'on ait une infection directe d'oiseaux sauvages à humains. Par contre, une fois le virus présent dans des élevages, sous forme de grippe aviaire ou de grippe porcine, là les contacts avec les gens travaillant dans ces élevages sont évidemment fréquents. Donc ça donne des possibilités pour le virus de s'adapter à l'humain, et donc de donner lieu à des grippes humaines. Alors, le virus influenza évolue de deux manières très différentes. Donc une manière classique par mutation, donc des mutations ponctuelles de HA et de NA, ce qui va permettre à un même sous-type de continuer à infecter, mais avec de moins en moins de succès, une même population d'individus. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais l'antigénique drift, la dérive antigénique. Le virus accumule des mutations ponctuelles au cours du temps sur ces différents gènes. Il y a une autre possibilité d'évolution, beaucoup plus rapide, celle qui consiste à réassortir des gènes. Donc, dans le cas où deux virus différents, par exemple ici souche A, souche B, infecteraient un même individu et se retrouveraient au sein d'une même cellule, ils pourraient potentiellement échanger des pièces de leur gène, des pièces de leur génome, pour former un nouveau virus sortant, un virus réassorti. Donc c'est un événement très rare, il faut que deux virus infectent le même individu, que les deux virus se retrouvent en même temps dans la même cellule, mais il y a une possibilité, grâce au fait que le génome du virus soit segmenté, qu'on ait la production en une étape de multiplication d'un tout nouveau virus présentant un mélange de pièces. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le virus est principalement chez les oiseaux sauvages. Beaucoup de ces oiseaux vivent en groupe, population relativement dense, donc il y a beaucoup de probabilités d'avoir des échanges de virus au sein de ces populations. Et quand le virus passe dans des élevages de porcs ou des élevages de volailles, ce sont aussi des animaux qui sont élevés en très grande concentration d'individus. Donc quand vous avez plusieurs virus dans ces populations, plusieurs virus différents, vous avez une forte probabilité, dans ces conditions-là d'élevage, d'avoir des réassortiments et des productions de nouveaux virus complètement différents de ceux qui étaient dans la population à la base. Alors qu'est-ce que ça donne comme dynamique? Donc, il y a deux grands cas de figure. Donc si une population naïve, humaine ou animale, se retrouve face à un nouveau sous-type de virus, qui est par exemple le résultat d'un réassortiment, la population est complètement naïve. Et donc un très grand nombre d'individus dans la population va être infecté. Donc ça donne un grand pic en termes de nombre de cas. Alors, cette population va progressivement développer une résistance au virus. Elle va acquérir une mémoire adaptative vis-à-vis du virus. Et donc, lors d'une nouvelle grippe saisonnière, on aura beaucoup moins d'individus qui seront susceptibles à l'infection. Et progressivement, d'année en année, on va avoir une décroissance du sous-type. Alors, ce qui va expliquer la persistance du virus dans la population, c'est d'une part le fait que tout le monde n'est pas infecté chaque année, et donc certains individus restent naïfs dans la population, ils peuvent être infectés, mais il y a également le fait que des variants, des petites variations par mutation ponctuelle apparaissent, et que ces variants peuvent avoir une capacité un peu supérieure à se multiplier dans la population. Ce qui explique alors quand même la persistance, parfois pendant une dizaine d'années, d'un variant dans une population. Mais de manière générale, par mutation, on a forcément au final une décroissance du variant dans la population. Alors ce qui va permettre en fait une réinfection majeure de la population, c'est l'apparition d'un nouveau sous-type. Donc c'est pour ça que concernant les virus de la grippe, on surveille très étroitement les élevages pour essayer d'identifier l'émergence de nouveaux sous-types, pour essayer de prévenir cette émergence, éventuellement vacciner les populations d'animaux ou vacciner les populations humaines.
Alors la réponse immunitaire contre le virus influenza, c'est une réponse immunitaire tout à fait classique contre un virus, ne présente pas de particularité. Donc le virus évidemment est présent au niveau du tractus respiratoire, il va être présent dans les alvéoles pulmonaires. Donc les principales cellules au départ présentes dans ces alvéoles pulmonaires, ce sont des macrophages alvéolaires. Donc ces macrophages alvéolaires vont détecter la présence du virus par toute une série de récepteurs et réagir à cette détection par la production d'interférons gamma de type 1. Donc c'est la base de la réponse innée antivirale. Cet interféron de type 1 va induire l'expression ou la répression de toute une série de gènes dans la cellule infectée et dans les cellules environnantes, qui vont réduire la capacité du virus à se multiplier. On va également activer des cellules présentatrices d'antigènes, des cellules dendritiques, qui vont présenter les antigènes du virus aux cellules T. Et ces cellules T vont être activées et vont activer des cellules T CD8 cytotoxiques et également des cellules B qui vont produire des anticorps contre le virus. Mais la production de ces anticorps, le développement d'une réponse adaptative, ça va prendre plusieurs jours, plusieurs semaines. Lors du premier contact avec le virus, on aura évidemment principalement une réponse innée, dépendante de l'interféron type 1. Alors ensuite, la réponse immunitaire adaptative contre l'influenza, toujours une réponse très classique. Chez les individus qui ont développé une réponse adaptative, qui ont une mémoire protectrice, en fait, il va exister des anticorps qui vont être capables de saturer la neuraminidase et l'hémagglutinine du virus. Donc le blocage de la neuraminidase ou de l'hémagglutinine vont empêcher les particules virales d'infecter les cellules. Donc là, on a une immunité quasi stérilisante où les individus protégés ne développeront même pas de réponse inflammatoire parce que le virus sera complètement bloqué dès le départ. Alors si certaines particules virales réussissent quand même à pénétrer dans les cellules, c'est la réponse cellulaire, les cellules T CD8, qui liseront les cellules infectées, exprimant en association avec le MHC de classe 1 les antigènes du virus. Donc la réponse immunitaire contre le virus influenza est parfaitement efficace. Et on développe, suite à une infection par influenza, une mémoire protectrice qui est généralement de très longue durée et de très bonne qualité. Donc il n'y a pas de problème technique particulier à produire un vaccin contre la grippe. On connaît ce virus depuis très longtemps, on peut produire des antigènes HA et NA purifiés, on peut également atténuer le virus. Par exemple, on peut réaliser ce qu'on appelle des virus atténués adaptés au froid. Donc on va par exemple cultiver le virus à des températures plus basses que le corps humain. Il va s'adapter à ces températures, et par contre il deviendra beaucoup plus sensible à la température corporelle de l'hôte, il se multipliera moins bien à la température corporelle de l'hôte. Ce sera une forme atténuée. Donc on dispose de toute une série de stratégies, soit des virus atténués, soit des virus atténués comme vaccins, soit des vaccins contenant des protéines virales purifiées. Il n'y a aucun problème en fait à faire un vaccin contre influenza, et on en fait en fait chaque année. Le principal problème contre influenza, ce qui explique qu'on ne peut pas se débarrasser de cet agent pathogène, qu'on est obligé de faire de nouveaux vaccins chaque année, c'est la variation antigénique. Donc il apparaît régulièrement, quasiment chaque année, des nouveaux variants, contre lesquels nous ne sommes pas protégés. Donc c'est principalement la capacité du virus à varier de manière dynamique et rapide qui va constituer un échappement à la réponse immunitaire. Et donc cette variation antigénique, ce sont des mutations rapides liées au fait qu'on a affaire à un virus ARN, et des réassortiments de gènes qui sont la conséquence du fait que le génome du virus est en plusieurs parties. Bien, nous allons à présent passer au virus de la variole, qui appartient à la famille des poxvirus. Donc ce sont des virus très différents des influenza virus, ce sont des très grands virus, des virus à ADN,
des virus qui peuvent, au niveau de leur génome, coder jusqu'à plus de 200 protéines, alors que le virus influenza n'en codait qu'une dizaine. Ce sont également des virus qui disposent d'une enveloppe qui est résistante. Il n'y a pas de péplos, donc c'est une enveloppe protéique. Donc le virus est extrêmement résistant à la température ou à la dessiccation. Comme c'est un virus avec un très grand génome, il dispose de beaucoup de protéines, il a en fait la capacité de se multiplier dans de nombreux types cellulaires. Il dispose visiblement de différents types de récepteurs. Alors, le virus de la variole, c'est quasiment le seul virus, avec presque le virus de la polio, qui a été éradiqué par la vaccination. Il a été déclaré éradiqué dans les années 80. Donc je vous le présente ici parce qu'il a un intérêt historique, mais ce type de virus, donc les poxvirus, ont également beaucoup d'importance, par exemple, dans les infections animales. Donc ça vaut la peine de le voir comme modèle de poxvirus. Il a été évidemment très étudié, étant donné que c'est un virus qui est très dangereux pour l'humain, il n'y a toujours pas de traitement, les infections par la variole peuvent toujours être mortelles. Heureusement, ce virus a été évidemment éradiqué. Alors, deux raisons qui ont majoritairement permis l'éradication du virus de la variole, c'est le fait que c'est un virus à ADN très stable, donc très peu de variations, mais aussi c'est le fait que ce virus infecte uniquement l'homme en nature. Donc l'homme est le seul réservoir de ce virus. Donc c'est très différent des virus de type influenza, qui en fait sont des agents zoonotiques, qui sont présents dans la faune sauvage et dans la faune d'élevage, où là c'est totalement impossible de vacciner tous les animaux. Donc pour le virus de la variole, si on a réussi à l'éliminer, c'est principalement lié au fait qu'il est très peu variable et qu'il n'est présent que chez l'humain. Alors le virus se transmet en grande partie par voie aérienne. Il infecte d'abord les muqueuses respiratoires et les ganglions lymphatiques associés, ensuite il dissémine dans tout l'organisme, rate, foie, poumon. Et donc après une phase d'incubation d'une dizaine de jours, le virus va déclencher une très forte réponse inflammatoire, et la réponse se traduira par des atteintes aux organes profonds, mais également par des éruptions cutanées, qui sont très caractéristiques. Alors il n'y a absolument pas de traitement efficace, on traite uniquement les symptômes, et il y a 4 formes majeures: la variole dite bénigne, variole majeure ou classique, avec des mortalités qui peuvent aller jusqu'à 30%, et alors 2 formes très graves de variole hémorragique et variole maligne, qui elles ont des mortalités de plus de 100%. Là la réponse inflammatoire est beaucoup plus forte. Alors les stratégies d'évasion à la réponse antivirale par les poxvirus. Je vous le présente aussi parce que c'est pratiquement le même principe pour les herpès virus, qui sont aussi des virus à ADN, jusqu'à 100 gènes. Ils sont un petit peu plus petits. Donc leur principale stratégie d'évasion, c'est le mimétisme viral des cytokines, des chymokines et de leurs récepteurs. Donc, que ce soit chez les poxvirus ou les herpès virus, on retrouve dans le génome de ces virus toute une série de molécules qui ressemblent à certaines de nos cytokines, de nos chymokines et de leurs récepteurs. Donc ici par exemple dans les poxvirus, on va retrouver des gènes qui sont des homologues de l'interféron de type 1, de l'interféron gamma de type 2, du TNF et par exemple aussi de l'interleukine 10. Alors, généralement, un seul virus ne dispose pas de tous ces gènes, mais on va systématiquement retrouver chez chacun des poxvirus un ou deux de ces gènes homologues. Alors comment ça marche? Donc si je résume rapidement la réponse antivirale classique, quand vous avez des cellules infectées, vous allez avoir une production en réponse innée d'interférons de type 1, interféron alpha-bêta, qui va être capable, en réponse innée, déjà de bloquer une partie de la multiplication du virus. Ces interférons type 1 permettent l'activation des natural killers qui produisent de l'interféron gamma.
qui active les macrophages, qui produisent de l'interleukine 12, qui active les cellules T qui produisent de l'interféron gamma, je vous ai déjà présenté ce cycle, et les cellules T activées TH1 vont être capables d'une activité cytotoxique pour détruire les cellules qui sont infectées. Et les macrophages, par la production d'interleukine 10, ont une activité de rétrocontrôle sur une partie de cette réponse inflammatoire. Donc l'interleukine 10 va progressivement inhiber la production par les macrophages d'IL-12 et servir de rétrocontrôle négatif. Alors, ce que font les poxvirus, c'est en fait de déconnecter tout ce mécanisme antiviral. Donc ils disposent de gènes qui vont entrer en compétition et qui vont neutraliser l'interféron type 1, l'interféron gamma, le TNF, et ils disposent également de la possibilité de produire un interleukine 10 viral qui va être anti-inflammatoire. Donc ici, on est vraiment face à une perturbation de la régulation de la réponse antivirale. Le virus, au cours de l'évolution, a acquis des gènes qui sont homologues aux gènes codants pour des cytokines, des chymokines ou des récepteurs. Ce qui va permettre au virus d'interférer avec ce cycle de régulation et de bloquer la réponse antivirale. Donc juste pour la petite histoire, mais je ne vais pas insister là-dessus. Donc c'est le premier vaccin en tant que tel qui a été développé, c'est le vaccin contre la variole par Édouard Jenner en 1796. Bon, c'est de nouveau une découverte totalement empirique dans le sens où Jenner ne connaissait absolument pas l'existence du système immunitaire. Donc ce qu'il avait remarqué, c'était que les individus qui travaillaient avec le bétail souvent n'étaient pas infectés par le virus de la variole. Et il existait chez le bétail une infection qui ressemblait à la variole. On parle de la variole des vaches, le smallpox. Et donc, l'hypothèse de Jenner, c'est que les gens travaillant avec du bétail se faisaient infecter par cet agent infectieux. Et une fois infectés, étaient protégés contre la variole humaine. Et donc, Jenner a prélevé à l'aide d'une lancette du pus provenant de pustules présentes au niveau de quelqu'un qui avait été infecté par la variole, je vais dire, des vaches, et l'a transmise à un individu naïf, un jeune enfant. Ensuite, après avoir attendu un certain temps, il a essayé de transmettre la variole humaine à cet enfant qui s'est avéré, heureusement pour lui, protégé. Il a même répété l'expérience plusieurs fois. Alors, je veux juste souligner ici, c'est un cas vraiment très très particulier, c'est un cas de protection croisée. En fait, on a affaire à deux virus différents. On a le cowpox, qui est le virus qui infecte le bétail, et on a le smallpox, le virus de la variole. Donc, la protection qui est conférée par le vaccin de Jenner, qui a été utilisé pour éradiquer la variole, vient d'une réaction croisée entre le cowpox et le smallpox. Donc c'est un cas tout à fait unique en fait de vaccin. Le vaccin de Jenner n'était pas le virus de la variole qui était atténué. C'est un virus qui n'était pas dangereux pour l'humain et qui, au niveau des antigènes, était proche du virus de la variole. Donc c'est un exemple de protection croisée. Donc, poxvirus et herpesvirus, on a un échappement à l'immunité naturelle par mimétisme des cytokines, des chymokines et de leurs récepteurs. Donc, ce qui induit une perturbation de la régulation de la réponse antivirale. Donc, passons maintenant à Epstein-Barr virus. Donc, c'est un herpes viridae, j'en ai déjà parlé un peu. Donc, des gros virus à ADN bicaténaire. Par contre, c'est un virus qui a un P+, donc qui est sensible à l'environnement et qui ne peut se transmettre d'individu à individu que par des contacts assez étroits. Donc le virus infecte l'hôte par voie orale, généralement par la salive. Il va infecter l'épithélium des voies respiratoires supérieures, puis au niveau des ganglions drainants, il va infecter les cellules B. Donc c'est un virus qui se multiplie principalement dans les cellules B.
et il va donner lieu à une infection chronique, qui va durer toute la vie de l'individu. Donc quand vous êtes infecté par ce virus, c'est à vie. Alors on observe des phases de latence et des phases de réactivation. Réactivation généralement due à des petites immunodépressions, fatigue, stress, et ainsi de suite. Alors la majorité des gens qui sont infectés par ce virus le sont dans l'enfance, et l'infection est généralement asymptomatique. C'est par contre l'infection à l'âge adulte qui va se traduire par une mononucléose, dans à peu près 50% des cas. Alors ce virus donne généralement lieu à des symptômes relativement bénins, mais le danger, c'est qu'il a également un pouvoir transformant. Donc il peut notamment induire des tumeurs comme le lymphome de Burkitt. Alors l'infection est contrôlée par une réponse TH1 tout à fait classique, donc qui associe des anticorps des cellules TCD8 cytotoxiques et des anticorps neutralisants. Mais ici, comme je vous l'ai mentionné, on est dans une phase d'infection chronique. Donc cette réponse immunitaire est efficace pour contrôler l'infection, mais pas assez pour l'éliminer. Alors, Epstein-Barr virus dispose en fait de deux stratégies qui sont assez originales pour échapper à la réponse immunitaire. La première stratégie, on n'a pas encore parlé jusqu'à présent, c'est l'inhibition de la présentation antigénique. Donc, la réponse antivirale, au niveau de l'immunité adaptative, elle dépend de la présentation des antigènes en MHC classe 1 aux cellules T cytotoxiques. Et les antigènes à destination du MHC classe 1 proviennent de protéines qui ont été captées, prises dans le cytosol via le protéasome, dégradées en peptides, et qui sont ensuite passées dans le réticulum endoplasmique via la protéine TAP1 pour s'associer au MHC classe 1. Alors, tout ce mécanisme de présentation antigénique est réalisé en partie parce qu'on a des systèmes d'adressage des protéines présentes dans le cytosol. En fait, la principale protéine du virus Epstein-Barr, EBNA1, dispose d'un domaine GAR. Bon, c'est un domaine particulier, je ne vous demande pas du tout de retenir le nom, juste le principe. Ce domaine va en fait lui permettre de réguler la fréquence de peptides disponibles pour le protéasome et pour TAP. Donc, en résumé, ce que va faire le virus, c'est de limiter en fait la capacité qu'a le système de présentation d'antigènes protéasome, TAP, MHC classe 1 de présenter les antigènes du virus à l'immunité adaptative. Et donc ça permet au virus de rester largement furtif dans les cellules qu'il infecte. Alors, le principe d'action de GAR, il est complexe, je ne vais pas me lancer dans une longue explication là-dessus, mais globalement, en fait, toutes les cellules, les protéines qui sont présentes dans le cytosol ne sont pas attaquées par le protéasome. Donc le protéasome s'attaque principalement en fait à ce qu'on appelle les protéines immatures. Donc, protéines immatures qu'on appelle les DRIP. En fait, ce que va réaliser GAR, c'est d'empêcher que les protéines de l'Epstein-Barr virus soient reconnues comme des protéines DRIP et soient attaquées entre guillemets par le système du protéasome. Donc, globalement, ça va permettre au génome du virus de produire suffisamment de protéines pour permettre la multiplication du virus, mais le pourcentage de ces protéines qui va être détecté par le système immunitaire va être fortement réduit. Donc ça va vraiment diminuer la perception, la détection du virus par l'immunité adaptative. Alors la deuxième stratégie d'immunosuppression, la deuxième stratégie d'échappement à la réponse immunitaire de ce virus, ce sera la même stratégie en partie que le virus de la variole. Il dispose de protéines virales immunosuppressives. Donc il dispose principalement de deux gènes, l'un qui va coder pour une IL-10 virale, donc qui a directement une capacité immunosuppressive parce qu'elle va bloquer la production d'IL-12 et donc limiter le développement d'une réponse TH1. Et il dispose également d'une protéine
qui va en fait entrer en compétition avec l'IL-12P40 pour la fixation de l'IL-12P35, ce qui amène à la formation de l'hétérodimère IL-12P70, qui est la molécule active qui induit l'interféron gamma. Donc, ce sont deux manières en fait différentes de bloquer l'IL-12 et de réduire la capacité du système immunitaire à produire une réponse Th1 antivirale. Donc, la production de ces molécules plus la capacité du virus à réduire la présentation de ces antigènes, ça va permettre au virus de persister dans l'organisme et de causer une infection chronique qui dure toute la vie de l'individu. Alors nous allons encore voir un dernier virus, le virus de l'immunodéficience humaine, le HIV. Donc il s'agit d'un lentivirus, c'est un virus à ARN monocaténaire, et c'est un virus qui dispose d'un péplos, donc d'une membrane lipidique. Donc virus ARN, ça signifie virus qui mute, qui varie beaucoup, vite. En fait, c'est un des virus qui mute le plus, qui varie le plus rapidement. Péplos, ça signifie que le virus est très fragile dans l'environnement. Donc uniquement transmission par contact, et ici, dans le cas du HIV, ce sera principalement via des contacts sexuels. Donc le HIV, je suppose que vous le savez tous, c'est l'agent du sida, le syndrome d'immunodéficience acquise, et il constitue également le prototype de la maladie émergente. Donc jusqu'aux années à peu près 80, on considérait que la plupart des agents pathogènes formaient, je dirais, un ensemble fini, qui en avait un nombre limité, et qui n'allait pas en émerger, entre guillemets, de nouveau. On connaissait relativement mal les mécanismes génétiques des agents pathogènes jusque-là. En fait, le HIV, ça a été un choc, évidemment en santé publique, mais aussi un choc intellectuel, dans le sens où c'était un tout nouveau virus qui n'avait jamais en fait impacté l'humain jusque-là. Donc les premiers cas de sida ont été décrits en 1981, et on a assez vite retrouvé des cas supposés qui remontaient à 1976, et en fait, en réalisant à partir des années 2000 des séquençages de masse dans toute une série de prélèvements sanguins qui avaient été réalisés au cours des années, on a réussi à identifier l'ancêtre des différents HIV et à démontrer que cet ancêtre daterait à peu près de 1902-1933 et dériverait du Simian Immunodeficiency Virus, le SIV, qui est présent chez le chimpanzé et le gorille, et qui sont originaires d'Afrique centrale. Donc l'hypothèse à l'heure actuelle de l'émergence du HIV, émergence qui aurait eu lieu dans les années 20-30, c'est qu'en fait, suite à la construction des grandes métropoles africaines, on a eu une augmentation très importante de la densité de population dans certaines zones d'Afrique, ce qui a amené à beaucoup plus de chasse, beaucoup plus de contact avec la faune, beaucoup plus de consommation de viande de chimpanzé et de gorille, et donc beaucoup plus de risques en fait d'avoir des contacts entre des primates infectés par le SIV et l'humain. Donc ça aurait permis une adaptation progressive du SIV, qui serait devenu le HIV chez l'humain, et ce HIV serait resté dans les populations africaines pendant une trentaine d'années, une quarantaine, avant en fait de commencer réellement à disséminer hors d'Afrique. Alors le nombre d'individus estimés vivant à l'heure actuelle avec le HIV est toujours extrêmement important, donc on a plus de 37 millions de personnes infectées dans le monde en 2018, avec l'essentiel en fait des personnes localisées en Afrique. Donc on a à peu près 25 millions d'individus infectés par le HIV sur le continent africain. Et d'après l'OMS, jusqu'à présent, 33 millions d'individus sont morts du sida dans le monde. Donc il s'agit clairement d'une des pandémies majeures du XXe siècle, et qui est encore loin d'être résolue aujourd'hui. Alors le virus du HIV est composé de 2 ARN positifs qui codent pour 9 gènes, donc c'est un petit génome. Les 2 principales protéines qui vont nous intéresser, c'est la protéine GP120 et la protéine GP41, qui sont impliquées dans l'infection cellulaire. Donc ce sont ces protéines qui
qui vont permettre la fixation sur les cellules qui vont exprimer le CD4, donc les cellules T CD4, et celles qui exprimeront le CCR5, qui est présent sur des lymphocytes, mais également sur des cellules de l'immunité innée. Alors, le cycle du HIV est assez intéressant, parce qu'en soi, il y a déjà un premier mécanisme, au final, d'échappement à la réponse immunitaire. Donc le HIV se multiplie principalement dans les cellules TCD4. Mais le HIV, à la base, est présent au niveau des muqueuses. Et là, vous n'avez pas de cellules TCD4. Donc, ce qui va permettre au HIV de gagner les ganglions lymphatiques où on retrouve les cellules TCD4, ce sont en fait les cellules dendritiques. Donc, je vous rappelle, ce sont des cellules qui sont des sentinelles de l'immunité innée, qui sont spécialisées dans la détection des agents pathogènes et dans la présentation de leurs antigènes aux cellules TCD4. Et donc, quand ces cellules dendritiques sont activées, parce qu'elles ont, via par exemple leur TLR, détecté un virus ou une bactérie, elles vont migrer des muqueuses, des tissus, via la lymphe, jusqu'aux ganglions lymphatiques pour présenter les antigènes aux lymphocytes T. Et ces cellules dendritiques expriment notamment des CCR5, ce qui va permettre au virus de les infecter. Alors comment est-ce que le virus traverse l'épithélium des muqueuses? En fait, c'est pas lui qui le traverse, ce sont les cellules dendritiques qui en fait sont capables de passer des prolongements cytoplasmiques à travers cet épithélium pour capter les antigènes à leur surface. Donc en fait, le virus exploite en quelque sorte les cellules dendritiques, cellules sentinelles du système immunitaire, pour se faire convoyer jusqu'aux ganglions lymphatiques où les cellules dendritiques présentent les antigènes aux cellules TCD4. Donc les virus qui se retrouveront dans ces cellules pourront se retrouver dans les ganglions lymphatiques et auront une possibilité d'infecter les cellules TCD4 via le GP120. Donc, le virus peut pénétrer dans les lymphocytes TCD4 et l'ARN ensuite est copié en ADN double brin dans le cytosol par la reverse transcriptase du virus, puis peut, sous forme d'ADN, s'intégrer dans l'ADN de l'hôte grâce à une intégrase. Alors, cette intégration du HIV dans le génome, c'est un mécanisme d'échappement qui est extrêmement efficace. Parce qu'à partir du moment où le HIV est intégré dans le génome du lymphocyte TCD4, il devient totalement indétectable pour le système immunitaire. Les lymphocytes T sont des cellules qui peuvent être de très longue durée de vie, plusieurs années. Donc ça permet au virus de rester cryptique dans ces cellules pendant très longtemps, d'avoir une très longue phase de latence. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont le virus va sortir du génome. En fait, la réactivation du virus va dépendre d'un facteur de transcription produit par la cellule T. Le facteur de transcription NF-κB, c'est un facteur de transcription qui est produit quand les cellules T CD4 sont activées. Donc, l'activation des T CD4 va induire la réexpression du virus HIV. Alors ça explique beaucoup de choses. Ça explique que si un individu vit dans un environnement où il y a un très haut niveau d'hygiène, où il fait très peu d'infections, le virus peut rester latent pendant très longtemps. Par contre, si un individu vit dans un endroit où il y a beaucoup plus fréquemment des infections, par exemple en Afrique, il va avoir beaucoup plus de chances de réactiver le HIV. Quand le HIV est réactivé, il se multiplie de manière très intense dans les cellules TCD4, et il va les détruire. Donc, plus un individu qui est infecté par le HIV va faire des infections par toute une série d'agents pathogènes, même bénins, plus il va activer son système immunitaire, plus il va stimuler la multiplication du HIV, et plus le HIV va détruire les cellules TCD4. Alors, un autre mécanisme d'échappement à la réponse immunitaire, c'est la variabilité du HIV. Donc, le génome
dépend de l'activité de la reverse transcriptase, qui transforme l'ARN en ADN, ainsi que celle de la RNA polymérase, qui transforme l'ADN du virus en ARN. Et c'est deux processus qui ont une fidélité basse. Donc, au cours d'une infection, au cours des mois de l'infection, on va produire une très grande diversité de virus. J'ai parlé des quasi-espèces. Le HIV, c'est vraiment le prototype des virus qui crée des quasi-espèces. On va avoir, chez un seul individu, la production d'une population extrêmement hétérogène de virus. Et évidemment, cette variabilité va contrecarrer en partie la réponse immunitaire adaptative. Le système adaptatif va produire des anticorps, va produire des cellules T CD8 spécifiques du virus, et comme le virus change, il ne sera plus reconnu par la réponse immunitaire adaptative. De plus, il y a également des possibilités de recombinaison entre virus, ce qui augmente encore le potentiel de diversité du virus chez les individus infectés. Donc, la réponse immunitaire contre le HIV, en fait, au départ, c'est une réponse relativement antivirale, relativement classique, qui est même assez efficace. Donc on va très vite faire chuter la quantité de virus. Mais le problème, c'est que le virus va devenir cryptique dans un certain nombre de cellules TCD4. Et à chaque fois qu'il y aura réactivation du virus dans ces cellules, il va progressivement détruire les cellules TCD4. Et donc, à un certain moment, on aura un effondrement de la capacité du système immunitaire à contenir le virus HIV, mais également à faire face à toute une série d'autres infections. Et là, on entre dans le syndrome d'immunodéficience acquise. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, vous avez l'infection aiguë initiale, qui est rapidement contrôlée par le système immunitaire. Le système immunitaire va produire des anticorps spécifiques qui sont assez efficaces contre le virus, va produire des cellules lymphotoxiques, cytotoxiques contre le HIV, et donc cette immunité humorale, cette immunité cellulaire vont contenir le virus. Mais le virus va progressivement, au fil des années, à chaque réactivation, détruire les cellules TCD4, et à un moment, on aura l'effondrement des taux d'anticorps et l'effondrement des cellules T, ce qui permettra au virus de se multiplier de manière de plus en plus intense et de finir de détruire complètement le système immunitaire. Donc, le syndrome de l'immunodéficience acquise, on ne meurt pas véritablement de la multiplication du HIV, celui-ci ne se multiplie au final que dans les cellules TCD4. La mortalité est principalement due en fait à l'ensemble des pathogènes opportunistes qui peuvent infecter l'individu parce que son système immunitaire est complètement détruit, mais également aux pathogènes professionnels comme par exemple l'agent de la malaria, Mycobacterium tuberculosis, l'agent de la tuberculose. Tous ces agents pathogènes vont se retrouver face à un système immunitaire complètement inefficace, et ce sera véritablement open bar, je dirais, chez l'individu qui souffre du syndrome d'immunodéficience acquise. Alors, le virus, en détruisant le système immunitaire, va également détruire une grande partie de l'immunité contre les tumeurs. Et en bloquant l'immunité adaptative contre les virus, on bloque également la réponse immunitaire contre les virus capables d'induire des tumeurs. Donc une partie de la pathologie liée au HIV, ce sera également le développement de certains cancers. Donc le lymphome de Burkitt, qui est induit par l'Epstein-Barr virus dont je vous ai parlé précédemment, et le sarcome de Kaposi, qui est induit par l'herpès simplex virus. Donc deux types de virus qui causent des infections chroniques, qui dans la majorité des cas ne causent pas de cancer, mais en présence du HIV et d'un système immunitaire détruit, ces deux virus vont se multiplier de manière beaucoup plus intense et on augmente la probabilité alors de causer des tumeurs. Donc au fil des années, on a réussi à développer toute une série de substances antivirales. Généralement, ces substances doivent être données en combinaison, donc on a fait des bithérapies, des quadrithérapies.
C'est progressivement ce qui réussit à contrôler la multiplication du HIV et qui a permis d'allonger la durée de vie des gens infectés. Alors pourquoi est-ce qu'on a dû multiplier les traitements antiviraux? Simplement parce que le virus dispose d'une capacité à varier très importante qui lui permet évidemment d'échapper à la réponse immunitaire adaptative, mais également d'échapper aux antiviraux. Alors la vaccination contre le HIV, clairement c'est la principale solution qui est privilégiée pour lutter contre la pandémie. Mais ça fait plus de 30 ans qu'on essaye de développer un vaccin contre le HIV et qu'on échoue. Alors, pourquoi? La réponse ici est relativement simple. En fait, c'est la capacité du virus, d'une part, à varier énormément. Donc il est extrêmement compliqué de trouver des antigènes qui seraient communs à tous les variants du HIV. Et le problème, c'est que si on n'a pas une immunité qui est totalement stérilisante au départ, il suffit que quelques particules virales réussissent à infecter des TCD4, on a une immunité latente, et progressivement le virus peut se multiplier et détruire l'immunité adaptative, et donc détruire l'immunité induite par un vaccin. Donc c'est extrêmement compliqué, dans le cas du HIV, d'imaginer une stratégie de vaccination qui soit efficace. On est face à un agent pathogène qui a une très grande variation, et qui a une capacité à la fois de furtivité et de destruction du système immunitaire. Donc on espère toujours arriver à produire un vaccin efficace, mais il faudrait pour ça arriver à développer un vaccin qui ait une immunité stérilisante, une immunité extrêmement importante au départ, pour empêcher toute particule virale d'arriver à infecter l'individu. Donc en résumé, le HIV, échappement à l'immunité naturelle par variation antigénique rapide, intégration dans le génome et destruction des lymphocytes TCD4.